Là, pour commencer, en 1 heure et demie, on va parler de télémédecine avec quelques diapos sur la présentation du projet télémédecine FAMMAS IEL. Et ensuite, on fera une partie vraiment sur le polyhandicap avec les aspects médicaux, les principes d'accompagnement, etc. Moi, je suis praticien de médecine physique et réadaptation. Principalement au centre hospitalier Esquirol, mais je suis aussi attachée au CHU. Je suis aussi membre chercheuse associée au laboratoire de recherche à La Haye. Et avant, j'ai travaillé 7 ans pour l'APF, où je faisais partie du comité technique médical et on avait travaillé notamment sur l'accès aux soins. Voilà, donc je suis plutôt orientation pédiatrique, c'est-à-dire tous les handicaps acquis, congénitaux de l'enfance, et puis du coup qui dit handicap congénitaux dit aussi suivi de ces patients-là à l'âge adulte. Donc pour le polyhandicap, il y a 2 créneaux de consultation, donc à Revérol le mardi après-midi, où c'est vraiment les gestes techniques, principalement les injections de toxines botuliques ou les installations, et le jeudi matin à Esquirol. Et j'interviens aussi à la handiconsulte du coup d'Esquirol. Voilà, donc du coup, on s'était intéressé à l'accès aux soins avant la vague de Covid. Et on avait notamment fait une étude des besoins sur les établissements médico-sociaux pédiatriques. Voilà, donc peut-être que vous aviez pu répondre à ce moment-là. Donc, toutes les associations titulaires d'un établissement pour enfants en situation de handicap avaient répondu sur le Limousin, qui représentait 320 enfants. Et en fait, on voyait qu'il n'y avait pas d'accès à des médecins MDR, que dans 3/4 des cas seulement, il y avait un médecin, mais qu'il n'y avait pas de partenariat forcément hospitalier. Et 100% des établissements avaient manifesté un intérêt pour la télémédecine. Donc, il se trouve que cette enquête, on l'a lancée juste le premier jour du premier confinement. Donc, on s'est rendu compte que c'était très, très pertinent. Et dans le même temps, parce que le CHU était aussi un petit peu en avance sur cette thématique-là, donc nous a prêté des licences qui nous a permis de commencer de la télémédecine en urgence, avec notamment le logiciel Webex. Donc, sur la première vague, on a pu continuer à suivre notamment des enfants qu'on accompagnait avec 125 téléconsultations, 683 actes de téléréadaptation, c'est-à-dire que tous nos professionnels d'équipe mobile ont continué le suivi en distanciel. Donc ça a concerné 94 enfants et on n'a déploré aucune complication sur cette période-là qui était quand même particulièrement difficile. Donc, fort de cette expérience, on a monté ces bilans d'activité à l'ARS et l'ARS a souhaité continuer à développer ces nouvelles pratiques. Et donc, a lancé un appel à projet SSR Expert en e-santé sur lequel on a postulé. Donc, l'ARS a demandé à tous les postulants de développer 3 usages en télémédecine. Donc, pour nous, pour le centre hospitalier Esquirol et le pôle des blessés de l'encéphale, ça a été les téléconsultations, la téléréadaptation donc par les rééducateurs, et donc ce projet FAMMAS plus IMM. Voilà l'historique du sujet pour ma part. Mais en fait, ça avait commencé aussi parallèlement en amont. Donc, comme vous l'avez dit, sur un appel à projet de l'ARS auquel vous avez répondu. Mais finalement, la LPR avait été oubliée du cahier des charges initial. Donc, les 2 directeurs s'étaient engagés au niveau du CHU et du centre hospitalier Esquirol à être centre requis, avec beaucoup de spécialités, mais pas la LPR. Et donc, finalement, il n'y avait pas de spécialistes clairement identifiés, parce qu'évidemment, ce n'étaient pas les bonnes spécialités forcément. Donc, moi, j'ai rejoint le projet un petit peu plus tard, mais ça s'est très bien fait comme ça. Donc, les 2 centres requis sont le centre hospitalier Esquirol et le CHU Limoges. Et la DRAP, elle est constituée donc des établissements médico-sociaux adultes de la Haute-Vienne, avec donc 7 foyers d'accueil médicalisés, 4 maisons d'accueil spécialisées, auxquelles on a insisté après mon arrivée pour intégrer les IEM, puisqu'on avait fait l'étude de besoin chez les enfants. Donc, ça aurait été dommage de les oublier à ce moment-là. Donc voilà, en termes d'organisation, c'est innovant en soi, c'est-à-dire que quand je travaillais pour l'APF, on voyait bien la difficulté
difficulté de coordonner différents établissements d'une même association sur un territoire. Et alors, coordonner plusieurs établissements de différentes associations sur un même territoire, en soi, c'était un challenge et une innovation. Et donc là, ce qu'a proposé comme organisation l'ARS, c'est de donner du budget pour une coordination médico-sociale. Donc, ce qui est un modèle aussi nouveau et intéressant, puis on voit que du coup, c'est efficace. Alors, en sachant que jusqu'à présent, il y avait quand même plusieurs établissements dont on ne voyait jamais de patients. Et sans savoir si c'était qu'il n'y avait pas de besoin, parce que les publics étaient différents, ou si que finalement les filières de soins n'étaient pas engagées. Alors, les principes conducteurs de ce projet FAMMAS, c'est d'abord d'emblée penser à une approche globale. Donc, approche globale de la personne, approche des différents besoins, des différentes spécialités médicales qu'on peut solliciter, favoriser le décloisonnement institutionnel comme j'en ai parlé, et puis d'emblée avoir une démarche de prévention, parce qu'on sait comme c'est compliqué de prendre en charge des patients polyhandicapés, compliqué avec des hospitalisations, des interventions, c'est très risqué. Et puis moi, j'ai voulu aussi apporter l'idée de l'accès aux nouvelles technologies, on en parlera un peu plus tard. Donc, 6 phases de développement. D'abord, l'étude des besoins des patients. Ensuite, la définition des parcours et des modes de coordination. Puis, la formation des professionnels de terrain. Alors, évidemment, il y a eu le Covid, donc vous avez eu normalement des propositions de formation en distanciel pour l'utilisation de PACO. Ensuite, moi, je voulais absolument mettre d'abord en place des consultations présentielles parce que je ne voyais pas faire un premier contact avec une personne polyhandicapée à travers un écran et proposer la télémédecine que pour le suivi. Et ensuite, on a envisagé aussi les modalités d'évaluation. Donc ça, bon, on y reviendra après sur la partie polyhandicap métier, sur la définition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien préciser quels sont les différents publics accueillis dans les établissements médico-sociaux. Il n'y a pas une bonne visibilité. Alors, on remplit des stats chaque année très lourdes. Pour les avoir remplis plusieurs années de suite, c'est assez conséquent. Mais en fait, c'est pas tellement exploité. Et puis, c'est pas restitué non plus. Donc, on ne situe pas trop sur un territoire quel type de public est où. C'est pas évident. Donc ça, c'était une enquête faite en 2019 aussi par le CRIAI Nouvelle-Aquitaine à la demande de l'ARS. Qui avait essayé de mieux identifier les profils des personnes accueillies en établissements médico-sociaux. Voilà, donc déjà, dans un quart des cas, on ne sait pas trop. Voilà. Ensuite, on a du polyhandicap, ce qui me surprend quand même que dans 5% des cas, plurihandicap dans 9% des cas, et puis après, c'est troubles psychiatriques, déficience intellectuelle ou déficience motrice. Voilà, donc on ne connaît pas si bien ça, en fait. Donc maintenant, quelle a été notre organisation? Donc côté requis, pour la MPR, il a fallu définir ce qui pouvait relever d'une téléconsultation puisqu'il nécessitait des consultations présentielles. Donc, en télémédecine, ce qui nous semble pertinent, c'est tout ce qui est problématique de positionnement, d'appareillage et aussi la coordination des projets chirurgicaux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait appel aux différents prestataires qui sont là aujourd'hui, parce que ça implique aussi un changement de pratique de leur part. Ce qui est non négociable au niveau du plateau technique, c'est bien sûr tout ce qui est gestes techniques, donc les injections de toxines botuliques, le suivi de pompe à baclofen, les infiltrations, etc. Et puis tout ce qui est évaluation spécialisée, donc notamment radiovidéoscopie de déglutition ou les bioaérodynamiques. Bien sûr, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Et il faut bien comprendre aussi que l'innovation dans ce projet, elle était aussi côté requis. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas du tout de filière de soins pour le polyhandicap. Donc c'était aussi le premier sujet côté CHU et CHSP. On va se mettre autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on fait pour ces patients, qu'est-ce qu'on propose, comment est-ce qu'on se positionne, en sachant que
moi, sur la Skirol, qui est mon temps de travail principal, on a un SSR spécialisé, mais pour les lésions cérébrales acquises, donc on ne peut pas accueillir en hospi des patients polyhandicapés. Donc, ce qu'on a convenu, c'est qu'au niveau de la prévention et des soins généraux, en premier lieu, c'était la handiconsultation qui était positionnée. Le CHU, plutôt pour tout ce qui est dentaire, etc. Et ça, je sais que ça marche bien. Il y a eu aussi des moyens, au passage, il y a eu des moyens fléchés au CHU pour l'odontologie des personnes polyhandicapées. Donc, voilà, ça fait partie aussi d'un projet un peu global. Les soins spécifiques handicap, donc c'est la NPR plutôt au CHU, et pour la télémédecine, c'est plutôt Skirol. Et ensuite, on a convenu que tout ce qui relevait d'une hospitalisation, c'était par le CHU, et l'idée étant d'arriver à des passages aux urgences vraiment de manière très épisodique. Voilà, donc côté requérant, il y a eu un soutien très important de l'ESEA qui a fait toute une phase de diagnostic technique de chaque établissement, avec globalement, je parle sous le contrôle de Dylan, des diagnostics qui étaient assez bons. Alors, je parle dans un établissement, un problème de réseau, qui a initié aussi la formation distancielle des professionnels à PACO. Et puis, il y a eu tout le travail de construction de réseau partenarial. Voilà, donc notamment sur la psychiatrie, donc là ce qui a été retenu c'est plutôt de la télé-expertise parce que finalement les établissements étaient assez bien couverts avec des psychiatres au sein des murs, donc c'était l'idéal. Sur la cardio, je crois que c'est le CH de Saint-Thierry qui s'est positionné. Sur la neuro, c'est toujours un peu en parler, puis la dermato c'est aussi un peu compliqué. Voilà, donc les résultats à ce jour, donc c'est que tous les établissements de la Grave sont équipés normalement. Moi, pour ma part, j'ai vu des patients de 12 établissements sur 13 en présentiel, donc ce qui est bien. On a pu suivre, alors même ça a augmenté un petit peu depuis, 22 patients en télémédecine. Mais sur la télémédecine, en fait, ça représente que 2 associations pour l'instant et 4 établissements. Alors, il faut comprendre aussi, vous le verrez tout à l'heure dans l'atelier là, sur la manipulation du logiciel, c'est que quand tout va bien, parce que des fois il y a des petits problèmes techniques, moi je reçois la demande de téléconsulte et je peux la traiter directement dans le logiciel. Donc je peux l'ouvrir et puis je peux directement la planifier dans l'agenda partagé. Donc on gagne un peu de temps par rapport au fait d'appeler au secrétariat, de voir comment c'est possible, d'envoyer une convoque papier. Voilà, donc c'est un peu plus réactif comme système. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour moi, l'infrastructure, elle est beaucoup plus légère parce que pour l'accueil de ces patients-là, il faut forcément quelqu'un à l'accueil, donc une page d'ouverture du secrétariat et une infirmière de consultation. Donc ça mobilise au moins 3 personnes. Alors que sur la télémédecine, je peux me débrouiller complètement toute seule, donc ça me permet d'être un petit peu plus souple. Donc mes créneaux de téléconsulte, ils ont été posés à des moments où de toute façon je ne pouvais pas faire de consultation présentielle parce qu'il n'y avait pas les ressources humaines. Donc du coup, le délai de consulte, il est aussi un peu plus court que les consultations présentielles. Actuellement, le délai de consulte présentielle, il est à 6 mois. Et sur la télémédecine, je suis à 3 semaines. Mais oui, donc c'est vrai que ça vaut beaucoup pour des patients déjà connus, qui ont une problématique de suivi, c'est pertinent. Voilà, après je fais le compte rendu juste après la consulte en ligne, donc du coup le compte rendu est aussi disponible immédiatement. Par contre, ce qui est un peu plus dommage, c'est que les logiciels ne sont pas encore interopérables. Donc c'est-à-dire que la prescription, il faut que je l'envoie par papier. Donc c'est pas tout à fait au point. Bon, de toute façon, pour la plupart des prescriptions que moi je fais, c'est sur des certificats, des CERFA, et c'est pas des choses qui sont numérisées, donc ça part en papier. Voilà. Et puis ce dont on s'est rendu compte à l'usage, c'est que les professionnels clés dans ces nouvelles pratiques, c'était aussi les ergothérapeutes, parce qu'au départ l'ARS avait plutôt prévu pour les infirmiers. Et finalement, pour les problématiques NPR, l'ergothérapeute a vraiment toute sa place. Donc, je les remercie aussi pour ça.
Et alors, du coup, je vais glisser aussi un petit peu. Ça a aussi l'intérêt que, on voit bien que les livraisons d'appareillage, les livraisons de matériel, les délais, ils sont pas fixes. Puis en plus, en ce moment, avec toutes les difficultés d'approvisionnement, de matériaux, etc., on a des délais qui sont allongés. Et moi, si je prévois une consultation présentielle en espérant que la livraison se passe et qu'elle n'est pas faite, on perd le créneau, on perd du temps. Alors que là, on me laisse un petit message dans Paco en disant c'est bon, c'est livré, quand est-ce qu'on peut faire la vérification, et voilà, ça s'enchaîne. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même régulier, faire une consulte pour suivre un appareillage ou une installation qui n'est pas livrée, c'est compliqué à rattraper. Maintenant, les messageries sont presque toutes sécurisées, mais c'est même pas si sûr en médico-social. Et puis tout ça, ça doit être tracé, notamment pour un public aussi fragile, il faut que les échanges soient vraiment bordés. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que dans Paco, vous verrez qu'on peut partager plusieurs choses. On peut nos observations, mais si on veut glisser des pièces jointes, des comptes rendus, etc., c'est possible. Ensuite, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça me permet aussi d'avoir, même si c'est à travers l'écran, plusieurs personnes qui, de toute façon, ne pourraient pas être présentes sur la consultation présentielle. Donc, ça me permet d'avoir l'ergothérapeute, l'infirmière, les parents, voilà. Donc, ça permet de sensibiliser plus de personnes. Et voilà, et donc moi je ne le vois pas comme quelque chose qui se substitue aux consultations présentielles, mais vraiment comme quelque chose qui est complémentaire et qui peut même permettre de rapprocher des suivis. Voilà, donc les bénéfices médico-économiques, c'est notamment sur les transports. Et ça aussi, c'est une question quand même d'actualité sur le coût des énergies, sur la pollution, etc. C'est pas négligeable. Et puis ce que j'ai pas mis aussi, mais je pense que c'est quand même le cas, c'est le confort des personnes. Je pense que leur éviter un transfert, un transport à l'hôpital, etc. Alors ensuite, les points faibles, c'est que finalement, on voit bien que les populations et les besoins sont différents d'un établissement à l'autre. C'est pas forcément un point faible, mais c'est vrai que du coup, ça mérite d'être précisé, parce que là, on voit que je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas au même niveau, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques. On n'a pas les mêmes moyens aussi, notamment hétérogènes. Vous l'avez dit, un informaticien, c'est précieux, il y en a pas partout. Pareil pour les ergothérapeutes, les médecins de structure, voilà, aussi. L'interopérabilité des logiciels, j'en ai parlé. Alors, oui, le sous-effectif médical aussi, ça c'est pour moi. Et au niveau administratif, c'est quand même complexe pour les secrétaires. C'est pour ça que les téléconsultes, c'est moi qui les planifie toute seule, parce que sinon c'est un peu compliqué. Alors, maintenant les perspectives, donc c'est très intéressant. Je vais vous parler donc d'une étude qu'on a lancée en même temps que le projet, donc l'étude TéléMS, qui va permettre justement d'utiliser les données de ce nouveau projet pour mieux connaître les personnes, quelles peuvent être les indications à l'NPR et le suivi. Ensuite, pour moi, la télémédecine, ça a été vraiment une porte d'entrée pour des projets de rééducation qui, jusque-là, n'intéressaient pas tellement les autorités. Donc notamment la question des enfants en situation de handicap, ça faisait longtemps qu'on disait que c'était compliqué, en posant qu'il n'y avait pas de SSR pédiatrique, etc. Et grâce à ce mode d'entrée de la télémédecine, on a pu obtenir la création d'un SSR pédiatrique ambulatoire, multicentrique, coordonné par télémédecine. Donc en pratique, à Esquirol, on a une équipe mobile de réadaptation pédiatrique dont j'ai la responsabilité. Et à l'hôpital Mère-Enfant, ils ont ouvert 4 places d'HDJ de SSR pédiatrique. Voilà. Et donc, on a l'habitude, avec l'HME, d'avoir des projets communs sur l'éducation thérapeutique, sur la télémédecine. Donc, on va se coordonner comme ça. Et donc, l'autre perspective très intéressante, c'est l'accès aux nouvelles technologies. Donc, à la fois pour le télésoin et la téléréadaptation. Alors, pour le télésoin, là, on a un projet qui est financé pour une thèse de science, donc c'est un très gros projet, qui va permettre d'utiliser des casques de réalité augmentée pour rééduquer des enfants en situation de paralysie cérébrale ou de lésion cérébrale acquise. Donc là aussi, c'est l'idée qu'on pourrait proposer des casques, les enfants peuvent faire leur rééducation à domicile et on peut les suivre à distance.
Voilà, donc c'est des nouvelles pistes de rééducation qui peuvent être très intéressantes en cas de fermeture d'établissement, pour les enfants qui ne sont pas dans des établissements aussi, qui sont sur liste d'attente, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on va commencer là sur 3 ans. C'est très important que le centre hospitalier Esquirol se positionne aussi dessus, parce que c'est une chance pour nous. Voilà, donc ça c'est pour le côté télésoins. Et puis le côté télé-réadaptation, ça va être le projet de communication alternative. Donc ça c'est un projet qui a été récemment lancé par l'ARS avec la même procédure, c'est-à-dire une demande au CREAI d'évaluation des besoins sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors là aussi c'est très intéressant parce que sur le projet FAMAS on était déjà à l'échelle du département, ce qui était innovant, et là on est vraiment sur une étude de besoins à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine, donc savoir quels sont les besoins aux communications alternatives à la fois pour les adultes et pour les enfants. Donc on voit bien que c'est des nouvelles façons aussi de faire et de réfléchir qui vraiment vont bénéficier au plus grand nombre. Donc là, pour l'instant, il y a eu deux focus group, un pour les professionnels, un pour les familles, qui montrent bien la disparité des pratiques aussi et des moyens à disposition, humains et techniques. Et donc, probablement que la suite du projet, ça va être de lancer des appels à projets pour aider des établissements, avoir aussi des centres requis ou des centres experts. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment une révolution, parce que je pense que, on va en parler tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès au langage oral et qui, du coup, vont passer à côté de certains apprentissages, ce qui va générer du surhandicap. Voilà. Donc, c'est vraiment un projet passionnant et primordial. C'est que l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est bien plus qu'un enjeu de santé publique ou qu'une problématique médicale. C'est vraiment un enjeu éthique et sociologique. C'est-à-dire, comment on fait dans nos sociétés modernes pour inclure des personnes qui sont lourdement handicapées et comment on va faire en sorte d'explorer leur potentiel au mieux et se mettre à leur portée. Donc, il faut comprendre qu'on passe vraiment aussi là d'un changement complètement de modèle de société, avec une vision qui était initialement très excluante et fataliste, on parlait d'arriérés profonds, et puis finalement, les progrès de la médecine dans les soins, dans les diagnostics, dans la réanimation, ont amélioré la survie de ces personnes, et maintenant, on est passé à un concept de droit à la compensation, de développement des aides techniques, et vers un modèle de société plus inclusif. Donc, on est vraiment là dans une révolution. Donc, la définition du handicap, je vais faire, ouais. Je vois. Donc, l'idée, c'est limitation d'activité ou une restriction de participation. Ce qui est important, c'est que c'est avec l'idée de l'environnement, donc c'est l'environnement qui va conditionner le handicap, donc ça vous en êtes convaincus. Voilà, donc la définition quand même dans la loi de 2005, elle inclut déjà la notion de polyhandicap, donc ça c'est important. Voilà, alors moi j'aime bien ce modèle quand même là, parce que, donc là c'est la classification internationale du fonctionnement, parce que ça permet de voir où est-ce que chacun peut jouer. Donc là, on reprend les déficiences du corps dans ses fonctions de ces structures, c'est-à-dire j'ai un trouble du tonus, j'ai une perte de force, j'ai un déficit articulaire. Donc moi, je vais jouer surtout là-dessus. Diminuer la spasticité, essayer d'améliorer les articulations. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui va être activité de l'enfant dans le quotidien. Donc s'habiller, manger, etc. Jouer, c'est important, apprendre, ou la personne. Hein. Et puis ensuite, il y a la participation sociale. Donc sortir, aller à l'école. Voilà. Et donc en fait, tout ça, finalement, c'est votre accompagnement du quotidien. C'est bien plus que les actions médicales et finalement ça participe bien mieux à l'amélioration de la situation de handicap. Après, on a des facteurs facilitants ou des obstacles qui sont liés à l'environnement. Et puis, on a aussi une influence des facteurs personnels. Hein, et ça, on le voit bien aussi, les antécédents, les vulnérabilités particulières, le vécu. Donc ça, on le voit beaucoup aussi, c'est une problématique qui m'est chère, mais tous les enfants qui viennent de l'ASE, hein, on a régulièrement des drames dans les infos. Voilà, j'espère... Aïrel, si tu me regardes, le prochain projet, ça serait bien que ce soit des enfants en situation de handicap protégés par les autres.
Voilà, donc là, on voit bien que sur les actions sociopolitiques, c'est des appels à projets comme ça qui nous permettent de faire changer nos pratiques. Voilà, donc ce modèle, il a quand même un sens dans le quotidien. Alors maintenant, pour revenir sur les handicaps de l'enfance, comment est-ce que ça se catégorise? Il y a les handicaps congénitaux, donc on a à la naissance, les handicaps acquis, et ce qu'on appelle les troubles du développement, avec deux grandes catégories. Les troubles des apprentissages, donc, qui ici sont portés par la filière pédiatrique et le centre ressources troubles du langage et des apprentissages, et les troubles envahissants du développement ou troubles du spectre autistique, donc c'est des synonymes, qui sont plutôt portés par la filière pédopsychiatrique et le centre ressources autisme. Voilà, et donc nous, au niveau du pôle des blessés d'encéphale, maintenant, on a ces deux filières-là. Donc, le polyhandicap. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des recommandations de bonnes pratiques récentes qui datent de 2020. Une atteinte multiple qui associe systématiquement une déficience motrice grave, donc en général, c'est des personnes qui sont non marchandes, et une déficience intellectuelle profonde. Plus régulièrement des troubles sensoriels, souvent une épilepsie qui est souvent résistante, et d'autres pathologies, donc un handicap viscéral, respiratoire, donc c'est pour ça qu'on a l'air, associé à des troubles de la communication. Mais l'autre aspect de la définition, c'est que normalement, un polyhandicap, on en parle si c'est survenu sur une atteinte cérébrale précoce, sur un cerveau en développement, c'est-à-dire chez un enfant de moins de 2 ans. Alors souvent, par abus de langage, on a tendance à dire polyhandicap, même pour quelqu'un qui a été handicapé plus tard dans sa vie. Donc c'est pas très grave, mais normalement, la définition médicale, c'est ça. Voilà. Le plurihandicap va plutôt associer de manière circonstancielle, donc pas forcément permanente, plusieurs handicaps, et généralement, on parle plutôt de déficit sensoriel associé. Voilà. Et le surhandicap, moi c'est une notion qui m'est chère aussi, c'est que c'est du handicap acquis, en fait par défaut d'environnement ou manque de stimulation. Voilà, donc c'est des apprentissages qui ne se font pas parce que peut-être on n'a pas eu tous les moyens au départ. Dans l'historique, je vais passer rapidement, je ne vais pas détailler ça. Mais il faut comprendre aussi, c'est encore quelque chose qui nous grève à l'heure actuelle, c'est que dans les années 50-60, il y a une catégorisation, notamment par Dieu, qui a dit, bon, bah, en gros, il y a des infirmes moteurs cérébraux qui sont rééducables, et puis il y a les autres, on parlait d'encéphalopathe ou d'arrivée profond, qui ne sont pas rééducables. Et en fait, pendant longtemps, les soins n'étaient même pas financés pour eux. Il n'y avait même pas de kiné, parce qu'on estimait que c'était pas... Voilà. Et donc, ça, c'est quand même resté encore un peu... On a encore des traces de ça. Donc, il a fallu attendre longtemps quand même pour avoir des services spécialisés. Et les MAS, ils sont créés en 1975. Voilà, sans que pour autant on parle de polyhandicap. Et ensuite, progressivement, l'offre médico-sociale s'est diversifiée aussi. Donc, la création d'un TAC pour des enfants polyhandicapés, c'est 1989. Et ensuite, dans les années 90, il y a eu les prises en charge au domicile. Donc, on commençait à avoir, on parlait pas encore d'inclusion, mais on parlait d'intégration dans le milieu de vie. Voilà, donc c'est pour montrer qu'on est vraiment aussi dans des évolutions sociétales. Alors, quelles sont les causes du polyhandicap? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, dans près d'un tiers des cas, on n'en sait rien. Il y a quand même la moitié des causes qui sont prénatales, donc des AVC anténataux, des infections virales, le CMV, le HIV, des malformations. 15% périnatales, donc notamment des grandes prématurités, ou des accouchements traumatiques, des souffrances obstétricales. Et ensuite 5% de causes postnatales, donc notamment des traumatismes. Donc là, on revient aussi un petit peu sur la notion de maltraitance. Et puis différents types de malaises. Donc les IMC, enfants sans retard intellectuel, IMOC, enfants avec retard intellectuel. Et en fait, avec la détermination de paralysie cérébrale, on englobe tous ces enfants-là sans distinction par rapport à leurs symptômes, en fait, à leur présentation clinique. Ce qui est bien plus intéressant, parce qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes physiopathologiques, on va y venir juste après, c'est aussi les mêmes principes de prise en charge, mais voilà, on ne distingue pas ceux qui peuvent être éduqués ou pas.
Et puis donc, ceux qui cumulent un peu les deux, ils sont là pour le handicap, mais qu'on peut aussi intégrer dans le diagnostic de paralysie cérébrale. Donc ça, je vais vous l'épargner. Mais l'idée, c'est que la paralysie cérébrale, on va la définir selon la localisation. Donc, est-ce que c'est quadriplégique, hémiplégique, paraplégique? Est-ce qu'il y a des troubles du tonus? Est-ce que c'est plutôt de l'ataxie, plutôt de la spasticité, plutôt de l'ataxie? Voilà. Ça, peu importe, c'est de la spécialité. Et puis après, je vous ai mis juste la classification qu'on utilise, en gros, pour déterminer le niveau d'autonomie de marche. Juste pour que vous sachiez que ça existe. Voilà, donc il faut comprendre au niveau épidémiologique que le polyhandicap, la prévalence diminue parce qu'on arrive à mieux réanimer, notamment en période néonatale, et que la survie augmente aussi. C'est-à-dire que maintenant, 95% des enfants paralysés cérébraux atteignent l'âge de 20 ans. Voilà, donc ça c'est bien sûr dépendant du niveau de handicap moteur, de la déficience intellectuelle et de l'épilepsie. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a par contre une surmortalité pour des causes qui n'ont rien à voir avec le handicap neurologique. Donc, notamment des cancers, des AVC, des infarctus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la prévention comme tout le monde. Voilà. Et alors, ce qu'il faut entendre aussi, ça c'est important, c'est que pour les patients les plus lourds, on a quand même une évolutivité des troubles neuro-orthopédiques à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on pouvait espérer qu'un enfant qu'on aurait bien stabilisé jusqu'à la fin de sa croissance, il resterait à peu près comme ça. Et en fait, on voit bien que l'évolution naturelle, je commence à avoir un peu de recul, et l'évolution naturelle des patients polyhandicapés, c'est quand même l'aggravation des déformations à tous les niveaux, au niveau du rachis, au niveau des membres, etc. Donc, c'est quand même important de garder en tête, notamment pour les interventions qui sont proposées dans l'enfance et même après à l'âge adulte. Il y a vraiment. Voilà, il y a plein, il y a plein de patients qui sont vraiment déformés pour qui on n'a plus rien à proposer alors qu'on aurait pu intervenir plus tôt en prévention. Voilà, donc là, c'est des courbes d'évolution de l'espérance de vie par rapport aux années 50. On voit bien que les personnes avec polyhandicap, elles ont eu finalement même un progrès de survie plus important que l'ensemble de la population française. Mais il faut savoir aussi que le projet, il s'intègre dans le plan polyhandicap qui est terminé en 2021. Et l'idée, c'était d'améliorer l'accès aux soins, d'améliorer l'accès à la scolarisation, la communication et développer la recherche. Alors, je vous ai mis les fiches, pareil, vous pouvez aller voir, il y a tout un tas de fiches d'actions hyper détaillées. Voilà, donc toutes les idées sont là, hein, c'est très bien fait, ce plan. Alors, un peu de physiopathe. Donc, comme vous le savez, l'ontogénèse reprend la phylogénèse, c'est-à-dire que notre cerveau va se développer, va reprendre l'évolution de notre espèce, en fait, depuis l'apparition de l'homme et des espèces animales. Donc, avec un cerveau reptilien qui va gérer plutôt tout ce qui est instinctuel, donc l'alimentation, le sommeil, la reproduction. Un cerveau limbique ou mammalien qui va plutôt gérer les émotions. Et puis le cortex, donc, qui est bien sûr très développé chez l'homme, qui va développer plutôt les apprentissages. Voilà. Donc, le cerveau humain a un cortex très développé, et en particulier, ce qui le différencie des autres espèces animales, c'est qu'il a notamment un cortex frontal et préfrontal très développé. Voilà, donc on voit bien là que c'est vraiment dans l'espèce humaine aussi cette partie-là, frontale, qui s'est développée au cours du temps. Et donc le cerveau d'un bébé, il reprend cette évolution naturelle de l'espèce. Sauf que c'est en accéléré, c'est en 9 mois. Donc quand on est un peu prématuré, même si ce n'est pas forcément énorme, il y a quand même un peu de chemin qui manque en termes de maturation. Donc là, on voit des exemples en IRM fonctionnel à la reconstruction 3D
des cerveaux de fœtus donc intra-utéraux et des cerveaux de bébés prématurés. Et on voit bien qu'en fait, tous les plis, donc les circonvolutions du cerveau, elles sont pas mûres en fait. Et donc, c'est ça, c'est cette atteinte cérébrale précoce, parce qu'il y a une forte prématurité, qui va induire des handicaps neurologiques. Voilà, donc les symptômes, comme on l'a dit en premier lieu, c'est des troubles moteurs avec un déficit moteur. Donc, sur l'ensemble des paralysies cérébrales, environ un tiers ne marche pas. Pratiquement un tiers aussi ont déficience intellectuelle sévère. 20% une épilepsie active et 85% une spasticité. Donc la spasticité, vous savez tout ce que c'est ou pas? Ouais, c'est pas trop trop. Donc en fait, la spasticité c'est très très important. C'est-à-dire que normalement, votre commande volontaire, vous avez envie de faire une action, je vais toucher sur l'ordinateur, je vais envoyer l'ordre moteur depuis mon cortex. Ça va descendre dans mon tronc cérébral, dans la voie épinière, et ça va arriver sur la contraction de mon pouce. Voilà. Si mon cortex est abîmé, on va avoir une commande volontaire qui ne se fait plus. Et donc, on va voir au niveau de la moelle la réapparition de réflexes médulaires. C'est-à-dire que quand la commande volontaire motrice corticale fonctionne bien, elle inhibe les réflexes médulaires pour avoir un mouvement plus précis. Et quand ça ne fonctionne pas bien, les réflexes médulaires réapparaissent. Et donc, c'est des mécanismes primitifs, un peu de défense, notamment nociceptifs. Donc, c'est prévu pour se protéger. Donc, c'est notamment les réflexes de flexion. Enfin, c'est aussi les réflexes qu'a un petit bébé à la naissance. Voilà. Et donc, la spasticité, ça va être la réactivation et l'exagération de ces réflexes médulaires. Voilà, donc des fois ça peut être utile, hein, mais ça peut être aussi gênant, ça consomme de l'énergie parce que du coup, quand vous faites une contraction réflexe, elle est beaucoup plus intense aussi que votre contraction volontaire. Donc on y perd aussi plus d'énergie. Et donc qu'est-ce qui va se passer? À force d'être complètement contracté, les muscles vont se rétracter, c'est-à-dire que le tendon qui est élastique, il va perdre de sa souplesse et il va se rétracter et du coup, l'articulation sera limitée. Ce qui peut engendrer des troubles cutanés et des douleurs. Voilà. Est-ce que vous avez besoin du concept d'épine irritative? Non. Alors, une épine irritative, c'est toutes les sources de stimulation douloureuse. Donc, ça peut être en fait n'importe quoi. Ça peut être un mal de dents, ça peut être un ongle incarné, ça peut être une mycose, ça peut être une constipation, une infection urinaire. Et donc tout ça, ça va être un équivalent douleur que la personne ne va pas forcément verbaliser, parce que c'est qu'il y a des difficultés de communication, mais qui va se traduire par une exagération du tonus et de la spasticité. Et donc la première question à se poser quand quelqu'un devient beaucoup plus spastique, c'est est-ce qu'il y a une épine irritative? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'irrite? Voilà, donc bien regarder les pieds, bien voir au niveau du transit, bien voir les dents, les poumons, etc. Donc, ça, c'est hyper important parce que, par exemple, en septembre, à chaque fois, on m'appelle me dire il est plus spastique, et en fait, c'est qu'il y a des mycoses des pieds parce qu'il fait chaud. Et voilà. Et donc, on soigne juste la mycose et la spasticité se régularise. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ensuite, le côté déficience intellectuelle. Donc, en général, c'est un QI plutôt inférieur à 50, avec des difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace, des difficultés de mémoire, de raisonnement, de langage. Et du coup, ces difficultés de compréhension-là peuvent être aussi à l'origine de troubles du comportement. Aussi parce qu'il va y avoir une recherche d'auto-stimulation, notamment sur les stéréotypies, des choses comme ça. Alors par contre, ce que vous savez tous, parce que quand on travaille auprès de ces personnes-là, on s'en rend compte, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les capacités émotionnelles sont conservées puisqu'on est sur un système limbique et un cerveau mammalien. Et donc, si on arrive à donner les possibilités d'expression de ces émotions-là, de ces réactions, de ces ressentis, bah, tout de suite, on améliore aussi le comportement. Alors, les troubles neurovégétatifs, ça c'est aussi très important. Donc, en gros, pour faire simple, le système parasympathique
ça va être ce qui permet de se relâcher, et le système sympathique, ce qui permet au contraire de faire face au stress. Donc là aussi, c'est des réflexes qui sont des réflexes de survie. C'est-à-dire que quand je suis face au danger, je dilate mes pupilles, j'accélère mon rythme cardiaque et mon rythme respiratoire pour fuir, je contracte mes muscles et puis je retiens tous mes sphincters parce que c'est surtout pas le moment d'aller aux toilettes. Et voilà, et c'est ce qui va se passer, pareil, en étant amplifié pour des personnes dont la régulation du système végétatif est défaillante. Donc, ce qui peut expliquer que c'est des gens qui vont se mettre en rétention plus facilement, notamment en cas de stress, etc. Enfin, voilà, ça explique cette dysrégulation du système nerveux qui explique des symptômes fréquents. Voilà, donc tout ce qui est élimination, tout ce qui est cardiovasculaire, ce qui explique aussi l'hypersalivation. C'est un déréglage du système parasympathique. Voilà, et donc la déglutition, c'est aussi des réflexes élaborés qui nécessitent beaucoup de coordination, et donc souvent on a des troubles de déglutition. Alors, une diapo pour parler de ce qu'on appelle une crise neurovégétative, ce qui est égal à une hyperréflexie autonome. Donc en fait, ça va être un orage neurovégétatif. On va avoir une brutale stimulation du système sympathique. Là encore, il y a une irritation, donc ça peut être tout type d'irritation qui peut être irritative. Et d'un seul coup, on va avoir une poussée de tension, des céphalées, des sueurs, des frissons, les poils qui se hérissent et un passage en globe musical. Et donc là aussi, c'est des symptômes qu'il faut savoir identifier parce qu'on va chercher la cause et c'est finalement le traitement de cette cause qui va permettre d'arrêter la crise. Voilà, donc ça c'est important parce que par contre, si on constate ça, là pour le coup, c'est les urgences. Bien sûr, chaque enfant et chaque personne est différente, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un développement rapide les premières années. D'où l'intérêt aussi de favoriser des interventions précoces, etc. Avec des progrès qui vont être plus longs ensuite. Et que le niveau maximum atteint va être atteint plus tôt, d'autant que l'enfant est plus déficient. C'est-à-dire que les enfants plus déficients vont atteindre une capacité max un peu plus jeune. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il va y avoir des troubles primaires, donc qui sont les troubles du tonus, la déficience motrice, etc., qui vont engendrer des problèmes secondaires, donc la rétraction des tendons. Et si on fait toujours rien, cette rétraction des tendons, elle va s'accompagner sur des os en croissance d'une déformation. Donc on va voir apparaître des troubles torsionnels avec vraiment des tibias et des fémurs qui vont se tordre, même au niveau des avant-bras. Et donc ça aussi, vous avez vu, on a plein de patients qui sont complètement enroulés. Et une fois que c'est l'os qui a fait une torsion, c'est des gestes qu'on appelle de dérotation, c'est-à-dire aller couper l'os et le réaligner. C'est des gestes qui sont bien sûr très 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 lourds et potentiellement risqués. Et ensuite, les problèmes tertiaires, ça va être les mécanismes de compensation à la marche. C'est-à-dire que si j'arrive pas à bien relever mon pied, je vais engendrer une boiterie de hanche, alors que ma hanche va bien, puis au bout d'un moment, je vais avoir mal à la charnière dorso-lombaire, à mes hanches, alors que finalement, les hanches, elles étaient saines. Voilà, il faut aussi comprendre qu'au fur et à mesure de la croissance, l'enfant prend aussi du poids, et au bout d'un moment, il risque de devenir trop fort, en fait, c'est pas bon. Mais il va pas pouvoir supporter sa masse musculaire. Et donc, on peut avoir aussi des jeunes qui perdent la marche à l'adolescence parce que finalement, leurs muscles sont trop faibles pour supporter leur croissance. Et ça, c'est très très bien documenté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les interventions précoces, c'est les injections de toxines botuliques dans la petite enfance. Ici, on est sur des plâtres d'allongement qui vont permettre, ou d'appareillage qui va permettre de maintenir le bénéfice des injections de toxines botuliques et de faire en sorte que les os grandissent et les articulations grandissent bien. Et ensuite, maintenant, on propose des chirurgies plutôt en début d'adolescence. Avant, c'était des enfants qui étaient opérés pratiquement tous les ans. Alors, moi, j'ai eu des enfants qui avaient 18 ans, qui avaient été opérés 2 fois.
Maintenant, on ne fait plus ça. On fait ce qu'on appelle des chirurgies multisites. On essaye d'opérer en une fois en début d'adolescence pour que les choses soient à peu près stabilisées pour le reste de la vie. Si besoin, on y revient en fin d'adolescence, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment des progrès qui sont liés à la toxine botulique. Voilà, donc ça c'est pareil, les déformations que vous connaissez, des grippes de doigts, un capotage de poignet, c'est quand le poignet tombe comme ça, l'équin c'est quand le pied tombe, le varus c'est quand il se tord à l'intérieur. Et donc les déformations rachidiennes, donc ça c'est très très important d'avoir de bonnes installations au fauteuil. Donc là c'est tout l'intérêt des corsets-sièges que vous voyez là pour vraiment faire en sorte que les enfants grandissent le plus dans l'axe possible et qu'après les adultes ne se déforment pas et restent bien stables. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, il faut prendre le temps sur les stands, mais quelqu'un qui n'est pas bien installé, il perd de l'énergie, il est inconfortable, il va avoir des troubles du comportement. Et nous, on voit très très souvent, quand on améliore l'installation de quelqu'un, ça va beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont moins fatigués. Voilà, donc ça, c'est vraiment capital. Voilà, donc sans traitement, bien sûr, tout ce qui va être au niveau du tronc, ça va, il faut bien voir qu'en dessous, il y a les poumons, donc les poumons vont être complètement écrasés, donc on va avoir des insuffisances respiratoires qui sont de double mécanisme, c'est-à-dire qu'on a des muscles respiratoires qui sont trop faibles, et puis ensuite, on va avoir un syndrome restrictif parce que la cage thoracique est tellement déformée que ça laisse plus de place aux poumons. Donc là, on a tous les systèmes de ventilation non invasive qui vont permettre d'expandre les poumons et pour éviter la formation de l'espacement. Donc ça, c'est aussi quelque chose en termes de prévention qui est absolument indispensable. Ça, c'est hyper important. Ça coûte pas grand-chose et puis c'est pareil, on a l'impression que c'est contraignant, la machine et tout, le masque. Et en fait, tous les patients chez qui j'en ai mis, mais leur vie est transformée parce qu'ils ont un sommeil réparateur et ils sont beaucoup plus disponibles dans la journée. Donc ça, il faut vraiment y penser. Alors, petite quiz, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est une belle pneumopathie d'inhalation. Voilà. Donc, voilà, là, c'est le alimentaire qui est passé, qui a comblé le cul-de-sac pleural. Voilà, donc ça passe à droite, puisque la branche droite est pratiquement verticale, alors qu'à gauche, c'est bifurqué. Bon, les escarres, je pense que vous avez tous vu, donc on ne va pas s'attarder. Mais voilà, la prévention des escarres, c'est absolument capital pour les personnes, parce que c'est insupportable d'être comme ça. Et puis, en termes de santé publique aussi. Enfin, moi, quand je travaillais à Andérol, on avait pas loin d'un quart des lits qui étaient occupés par des escarres. Et la cicatrisation d'escarres, c'est 6 mois minimum de SPIN. Donc, c'est hyper lourd. Donc, il faut vraiment prévenir les escarres. Donc, du coup, ça fait le lien avec la nutrition entérale. Donc, Valérie pourra vous en parler aussi, je pense. Quand est-ce qu'on propose une nutrition entérale? Quand il y a des troubles de déglutition, et ça c'est compliqué notamment, quand il y a une dénutrition importante avec notamment des complications cutanées, quand il y a un allongement du temps de repas, si bien que ça ne devient même plus un plaisir de manger, et puis c'est pas parce qu'on passe sur de la nutrition entérale qu'on ne peut plus du tout manger par la bouche, on peut garder aussi une alimentation plaisir. Voilà, donc ça c'est aussi important. Donc les causes de mortalité, il faut quand même les avoir en tête, c'est justement des pnéumopathies dans plus de 60% des cas, à cause des fausses routes. Alors petite parenthèse, c'est aussi pour ça que c'est absolument indispensable d'avoir un bon état dentaire, parce que sinon on a des réservoirs de germes au niveau des dents, et à chaque fois qu'il y a une fausse route, c'est des infections qui sont en plus compliquées. Donc des morts subites probablement par troubles neurovégétatifs, état de mal épileptique, et ensuite des troubles digestifs. Alors, les troubles digestifs, c'est simplement des occlusions. La plupart du temps, c'est quand même des constipations neurogènes qui se terminent mal, c'est vraiment dommage. Donc, au niveau médicamenteux, donc l'épilepsie, c'est toujours compliqué. Il faut souvent les associer.
Les antispastiques, c'est le Lioresal, le baclofène principalement, Perros. Donc, chez l'enfant, on n'aime pas trop parce que c'est pas très bon pour le développement cérébral, mais chez les adultes, il n'y a pas de problème. Ça peut être un peu, ça peut engendrer un peu de somnolence, donc à ce moment-là, on donne plutôt le soir, mais voilà, faut pas s'en priver. Et ça existe aussi en pompe. Donc ça, c'est la diapo suivante. Ensuite, les injections de toxines, l'avantage, c'est que ça va être un traitement antispastique complètement local, c'est-à-dire qu'on fait l'injection dans le muscle qui est trop spastique, et ça va permettre de le relâcher, et l'efficacité dure en moyenne 6 mois. Voilà, bien sûr, les antalgiques en cas de douleur. Donc là, un petit exemple de pompe à baclofène. Donc, le baclofène, c'est bien, mais il n'y a pas une bonne biodisponibilité. Ça veut dire qu'il y a simplement 1/100 de la dose qu'on prend par os qui se retrouve dans les liquide céphalorachidien. Donc, l'idée d'une pompe, c'est qu'on va mettre un petit réservoir sous la peau, au niveau abdominal, un petit cathéter qui va directement au niveau du canal rachidien, donc bien sûr là où il y a plus de moelle, on n'en a pas, et ça va délivrer directement à ce niveau le baclofène. Donc, c'est indiqué pour des personnes qui ont surtout une spasticité au niveau des membres inférieurs, parce que comme le cathé est positionné bas, ça ne remonte pas pour aller jusqu'au motus. Et donc, ça se remplit, là aussi, ça dépend. Donc, on va le remplir en mettant une petite aiguille ici dans le petit trou du réservoir pour faire le pain. Donc, après, ça dépend tous les 4 à 6 mois. Voilà. Donc, les traitements médicamenteux, c'est aussi tout ce qui est laxatif, traitement de la constipation. Donc, les lavements, vous connaissez. Il y a aussi un dispositif qui est plus récent qui s'appelle les irrigations transanales par péristine. Je ne sais pas si personne pourra présenter ça, mais voilà, ça fait partie des solutions récentes et c'est intéressant. Pour l'hyperactivité des anticholinergiques et pour l'hypercyanurie, bon, c'est pas très évident, il y a la scopolamine, mais pas juste scopolamine, ou alors les injections de toxines dans les glandes salivaires. Donc ça, c'est un exemple de péristine. Vous connaissez tous ou pas? Non, pas du tout. Ouais, je ne peux pas parler de tout. Alors ça, c'est... Ils ont simplifié, ils ont fait un nouveau système qui est encore plus ergonomique, plus maniable, plus simple. Donc l'idée, c'est que vous avez simplement... C'est un lavement à l'eau, en fait. Vous avez simplement un réservoir d'eau. Mais là où c'est malin, c'est qu'au bout de la tubulure, il y a un petit ballonnet qu'on peut gonfler. Et donc, ça permet de laisser l'eau en place. Et donc, il y a un petit manomètre là, avec lequel on gonfle. Et donc, on laisse l'eau en place pendant 15 minutes, ça dépend de la personne, 15-30 minutes. Et après, on dégonfle. Et du coup, ça permet de libérer les selles. Voilà, donc là, le principe là, du ballonnet. Voilà, et donc pourquoi c'est efficace? Parce que, donc là, on a là c'est le côlon gauche, le rectum, et donc avec le péristine, comme l'eau reste en place longtemps et peut remonter, on arrive à vider tout le côlon gauche, plus une partie du côlon transverse. Et donc c'est bien plus efficace, et puis ça peut être fait un petit peu plus espacé. Et comme c'est de l'eau, c'est beaucoup moins irritant que les lavements traditionnels, en alcool, etc. Quand on parle de l'installation, c'est le type de fauteuil, le type d'assise, les différentes assises, on a le droit de changer, nous on change de chaise régulièrement, on a le droit de changer d'installation pour les repas, selon les activités, ça faut y penser. Et du coup, c'est aussi tous les systèmes de transfert, donc ça c'est hyper important. Alors, je pense qu'il y a différents systèmes de transfert, ouais, à peu près. Voilà. Donc, avoir la bonne sangle pour faire le bon usage de transfert, ça aussi, ça change tout. Parce que si la personne est en sécurité à chaque fois qu'elle fait un transfert, ça va lui compliquer la vie quand même. Contrôler la tête, c'est toujours compliqué. Est-ce que vous avez des petits modèles de choses pour tenir la tête? L'intérêt des tablettes aussi, les tablettes amovibles, donc là aussi il y en a, ça c'est important, parce que ça peut aider à se redresser, ça peut avoir des stimulations à proximité, donc ça vaut le coup. Donc là, il doit y avoir des choses. Il y a eu des gros progrès sur les assises standards de série, avec notamment des inserts d'air dans les dossiers, dans les assises, le coussin c'était habituel, mais maintenant on a aussi des dossiers avec des inserts air. Donc ça c'est intéressant et confortable.
tout ce qui est assise modulaire. Alors là, celle-là, je vous l'ai mis plutôt pour le socle, hein, parce que du coup, ça peut se déplacer aussi. Donc ça, c'est un exemple de siège pour la classe. Tout ce qui va être aussi, j'en ai vu au fond, installation pour la nuit. Alors, ça aussi, souvent, il ne suffit pas grand-chose pour améliorer le confort de nuit. Alors là, on est sur des modules d'installation sur mesure, mais des fois, simplement des coussins de positionnement en microbille, ça change la vie. Hein. Voilà, le système de transfert, très important. C'est pas très important. Alors, la communication, on va pas forcément avoir le temps de détailler ça, mais voilà, j'espère qu'on fera peut-être une autre formation s'il y a le projet communication alternative qui est développé par l'ARS. Mais voilà, il existe plein de systèmes que vous connaissez, donc les pictos, les cahiers de communication, des fiches de dialogue, des cahiers de vie. Donc ça, j'ai vu que dans les couloirs, là, il y avait toute une communication institutionnelle aussi qui était mise en place. Tout ce qui est système de communication alternative gestuelle, donc avec le Macathon ou la communication gestuelle pour handicap moteur. Et puis, donc, ce qui se développe aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est, en plus, ça marche pas. Tout ce qui va être outils de communication alternative, donc avec les synthèses vocales sur tablette et tout ce qui est commande oculaire qui est maintenant se démocratise, on va dire. Voilà. Alors, tout ce qui est intérêt de la stimulation sensorielle, alors, vous en avez ici des salles d'Hélène Delta Plus, ouais. Donc voilà, c'est très très important. On n'a pas forcément besoin d'avoir une salle d'Hélène pour faire de la stimulation sensorielle, mais voilà. Donc ça, c'est des photos qui avaient été prises sur des ateliers traces sensorielles à l'IEM avec les enseignantes. Et puis sur tout ce qui est participation, ça va être les activités physiques adaptées, Sarbacane, le Chia. Sur le comportement, d'abord il faut savoir identifier les troubles du comportement par excès, donc ce qui en général nous gêne, tout ce qui va être agressivité, déambulation, opposition. Mais il y a aussi tous les troubles du comportement par défaut, donc le regard sur soi, l'apathie, etc. Et à l'IEM, on avait simplement fait cette petite fiche toute simple. Donc, qu'est-ce qu'on a observé comme type de trouble? Qu'est-ce qu'exprimait l'usager pendant la crise ou après la crise? Quelles étaient les réactions des personnes présentes? Combien de temps avait duré le trouble? Comment ça s'était réglé? Spontanément, par diversion, par l'intervention d'un tiers, par la menace d'une sanction, par la prise d'un médicament? Et ensuite, dans la fiche, on essayait de réfléchir à quels pouvaient être les facteurs déclenchants qu'on avait repérés. Qu'est-ce que du coup on pouvait proposer comme mesure de prévention? Et aussi, quelles conséquences ça avait sur l'entourage, sur les professionnels, sur les autres résidents. Et en fait, cette fiche, je continue à l'utiliser encore maintenant, parce qu'on se rend compte que simplement quand on met ça en place, en fait, on a besoin de rien faire d'autre. Parce que tout le monde arrive à prendre une distance, à analyser les choses, à se mettre d'accord, et finalement, d'elles-mêmes, les équipes trouvent les solutions pour réduire les troubles du comportement. Donc voilà, ça c'est tout simple, mais ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous faites aussi dans le quotidien, le droit au répit. Voilà, donc là, je suppose que les associations que vous portez, c'est des séjours vacances adaptés. Voilà, donc on avait fait une étude, alors j'ai pas dit, mais on a fondé, je suis secrétaire, le réseau Enfance et Handicap du Grand Sud-Ouest. Et donc on est plusieurs médecins bénévoles et on a fait plusieurs études. Et bon, malheureusement, donc ça c'est la carte de toutes les structures de répit pour les enfants qui existent. Mais il y a un taux de refus qui est de plus de 50% parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, alors ça c'est pour moi. Alors, Monsieur Listruo, on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps au centre culturel pour un spectacle de danse fait avec une chorégraphe en résidence à la masse. Et voilà, moi j'en suis convaincue qu'on peut avoir accès à l'art, même en fauteuil. Voilà, donc les petits outils de référence que je vous ai rajoutés. Donc la charte Romain Jacob, vous avez vu signer, voilà, rien de neuf. Pour la rééducation, donc il y avait cette charte, et depuis il y a aussi eu des recommandations de la HAS pour la prise en charge des paralysies cérébrales.
Alors ça, c'est un petit aparté, mais c'est pas super important. C'est les fiches de liaison d'urgence. Ça, c'est hyper important. Puis, s'il y avait un truc à faire, c'est le dossier de liaison d'urgence. Donc, si le patient arrive aux urgences, qu'on sache comment il se comporte d'habitude, s'il y a vraiment un changement ou pas. Voilà. Il y a des guidelines aussi sur l'éducation thérapeutique. Et voilà. Bon, c'était dense, je suis désolée. Donc merci. Je propose. Oui.